Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue dans ce live. Je viens de voir mon verre d'eau. Ayez votre verre d'eau vous aussi. Dans ce live concernant la question de la semaine que j'ai reçue de la part d'une maman. Allô mon cher Thierry! De la part d'une maman qui avait des questions concernant son fiston de 5 ans qui vit des difficultés pour s'endormir. Salut ma chère Stéphanie! Donc voilà, prenez le temps d'arriver, de vous déposer pour ce live. Prenez le temps de prendre un verre d'eau, une petite tisane, vous asseoir confortablement. Et on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, le but, c'est, comme on est dans le 3e temps, bonjour à vous! Comme on est dans le 3e temps sur la question, c'est d'aller voir plus en détail quelle posture parentale adopter. Parce que, comme je vous ai dit hier, comme je vous ai dit la semaine dernière et l'autre semaine précédente, il y a toujours la posture parentale qu'on va... Coucou! Il y a toujours la posture parentale qu'on va adopter sur le coup un peu de l'émotion, dans la réaction même face au comportement de notre enfant. Et il y a aussi la posture idéale. OK? Bien évidemment, on n'est pas des robots, donc soyez indulgents envers vous-même. Parce que quand je vais vous expliquer la posture idéale, c'est bien entendu qu'il y a un fondement derrière la posture idéale et c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Peut-être que c'est pas instinctif. OK? Pourquoi? Parce que votre enfant qui est, par exemple, il y a 2 semaines quand on parlait de l'enfant qui est en situation de crise, ben oui, ça peut être difficile pour tout humain de garder son calme devant une personne qui fait une crise. Même chose pour la 2e semaine, quand on parlait de l'enfant qui réagissait en panique dans sa routine du matin pour l'habillage. Ben oui, encore une fois, quand on a quelqu'un qui est devant nous qui est en train de paniquer, pas toujours évident d'adopter la meilleure posture qui soit. Et là, aujourd'hui, ben on est face à un enfant qui est agité. Donc, je vous renomme le cas de l'enfant pour que vous l'ayez bien en tête. Donc, mon enfant a 5 ans et il a de la difficulté à s'endormir. Je ne sais pas si c'est sensoriel. C'est comme s'il ne pouvait pas s'arrêter de bouger. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi et m'aider avec ça? Donc ça, c'est la question qu'on a traitée toute la semaine, que la maman m'a envoyée. Évidemment, on parle, cette semaine, on est plus dans le domaine du sommeil et aussi on a noté en fin de live du lundi et qu'on a regardé ensemble au niveau de la théorie mardi, c'était quoi la cause, la vraie cause de cette difficulté d'endormissement, puis à la fois que la mère remarquait qu'il ne pouvait pas s'arrêter de bouger, on a mis le doigt sur l'hyposensibilité vestibulaire. Je vous avais dit aussi qu'il y a un autre terme qu'on peut dire hyporéactivité vestibulaire. Donc, on a 7 sens au niveau du corps humain. Donc, on a parlé déjà en semaine 1 du sens auditif avec les crises dans les endroits publics. Semaine 2, ça a donné qu'on a parlé du sentiment de panique au moment de la routine d'habillage. Donc, c'était une hypersensibilité ici tactile. Donc, hypersensibilité auditive, hypersensibilité tactile. Bonjour à vous! Et là, on a noté aujourd'hui, cette semaine, comme quoi que la difficulté d'endormissement, on était plus face à une hyposensibilité vestibulaire. OK? Donc,
Ce qui est intéressant, puis pour ceux qui me suivaient régulièrement, vous voyez, en plus, je mets les rediffusions sur ma page Instagram, mais en plus, j'ai commencé à les publier aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous pouvez avancer, faire pause. Je pense que c'est moins évident là, sur Instagram, donc c'est pour ça que je les ai mis sur YouTube. Donc, si vous voulez aller les revoir. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que OK, on a une situation de crise, on a une situation de panique, puis là, on a une situation d'agitation, et que très facilement, dès qu'on n'a pas nécessairement les connaissances en neurodéveloppement, on tombe facilement dans l'étiquette du comportemental. Hein, comme quoi, c'est comportemental, possiblement, fort probablement, salut mon cher Xavier, que c'est l'enfant, hein, que c'est l'enfant qui agit incorrectement, et donc, ou que c'est l'enfant, oui, qui est peut-être possiblement, et c'est ce qu'on a regardé cette semaine, des fois c'est l'étiquette de mauvais comportement, mal éduqué, mal élevé, l'enfant me manipule, il me provoque, alors qu'on est tout simplement dans des besoins sensoriels qui sont à la base de la construction de votre fonctionnement. Hein? Parce qu'un bébé naît, il construit ses sens. Ses sens lui permettent de développer sa motricité, qui lui permet de développer tout ce qui est en lien avec le langage, tout ce qui est en lien avec l'attention, pour éventuellement être en mesure d'être autonome, d'avoir des comportements adéquats en société par analyse et de faire des apprentissages. Mais la base, on demeure dans le sensoriel. Et ici, le cas présent, on a élucidé lundi, hein, quand on est dans notre temps 1, on essaie d'éliminer les possibilités, mais on n'est pas dans quelque chose d'émotionnel. On a bien établi comme quoi que justement cet enfant-là, il n'y a aucune difficulté à s'endormir les fins de semaine. Ce qui est intéressant parce que dans le fond, on se dit, qu'est-ce qui est différent la semaine versus les fins de semaine? Il y a l'école. Et quand j'ai questionné la maman, il n'y a pas de difficulté non plus à s'endormir pendant l'été, pendant les vacances, hors période scolaire. OK, fait que c'est intéressant. Et justement, ce qu'on regardait cette semaine, c'est qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant est à l'école? C'est qu'il est assis. Il ne comble pas suffisamment ses apports, ses besoins en mouvement pour sentir son corps vivant. Et ce qu'on observait hier, quand je vous expliquais la théorie neurologique et neurodéveloppementale, un système nerveux qui sent que ses besoins ne sont pas comblés, bien entendu qu'il va être agité. Même vous, la personne va être agitée, elle va être inattentive. Et donc, cet enfant-là, quelle posture que justement on adopte, hein? Moi, ce que j'ai vu souvent à travers ma carrière, des consultations à ma clinique, hein, ergothérapie enfance, comme vous savez, que j'avais au Québec, les postures parentales qu'on va voir, c'est bon. Des parents qui peuvent justement perdre patience devant l'enfant en disant « Ok, je te force, go, on se couche. » En fermant la porte, en mettant une veilleuse. OK, mais ce qui est intéressant ici, c'est il ne peut pas s'arrêter de bouger. Donc, même si on met une veilleuse qui aborde le sens visuel, à moins que, mais ça ne sert à rien, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que l'enfant ne s'arrête pas de bouger. Même si on le force. Là, si on le force, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un climat de peur, puis un sentiment d'insécurité, hein, par rapport au sommeil. Et c'est pas quelque chose
Et en fait, c'est certainement pas le sommeil qu'on veut associer à de la peur. Parce que bon Dieu que l'humain a besoin du sommeil pour avoir un reset d'un point de vue, oui, sensoriel, mais d'un point de vue croissance, pour faire l'acquisition dans le long terme de tous les apprentissages qu'il a fait au cours de sa journée, pour la régénération de ses cellules au niveau du système immunitaire, pour évacuer des préoccupations au niveau de l'inconscient à travers les rêves, hein, dans la phase 5 qu'on parlait hier, au niveau du sommeil. Donc, en tant que parent, on ne veut certainement pas associer sommeil à « je me fâche contre toi, je te crie après, je te force à aller dormir » et que je fasse sentir d'une certaine manière mon enfant coupable de nuire à ma soirée avec mon partenaire de vie ou avec mes amis parce que lui ne s'endort pas. Alors que lui, comme je vous disais hier, il s'en rend pas compte. Moi, quand j'étais petite, j'avais une hyposensibilité vestibulaire, hein, je vous l'ai partagé cette semaine. Ma mère, elle avait fait un décollement placentaire quand elle était enceinte de moi, au niveau du premier mois de grossesse. OK? Puis, c'est dans ce premier mois-là que se forge le sens vestibulaire d'un petit fœtus, okay, qui va être nécessaire pour éventuellement notre équilibre, notre coordination, etc. Et comme moi, j'avais manqué de cette stimulation in utero de ma mère, ben oui, j'étais un enfant qui recherchait énormément le mouvement. Okay? Fait que j'écoutais les professeurs en faisant du rocking, je tournais dans mon lit pour m'endormir, mais est-ce que je me rendais compte que j'étais différente des autres? Ben, aucunement. Et certainement pas en bas de 8 ans, parce qu'en bas de 8 ans, on n'a aucune conscience sociale de ce que les autres peuvent penser, de la notion même garçon-fille, de la notion de la beauté, de la richesse. Tu sais, il n'y a pas de comparaison. Mais même à travers nos comportements, tu sais, moi, j'étais la seule à faire ça dans mes cours, mais je remarquais pas que j'étais la seule. Ben, non, je remarquais pas que j'étais différente des autres. En fait, pourquoi? Parce qu'un enfant ne pense pas à ça. L'enfant, il fait, je suis en train de m'endormir, j'ai plus d'attention envers mon professeur, je vais me maintenir éveillé. Mais il fait ça parce que il y a une hyposensibilité vestibulaire, ce qui était mon cas. Donc, l'enfant qui est agité, hein, il ne peut pas s'arrêter de bouger le soir. C'est pas en y tordant le bras pour qu'il aille se coucher que, dans le fond, on va régler la situation. Non, c'est de voir cet enfant manque de stimulation vestibulaire dans sa journée, contrairement à l'été que tout va bien, contrairement aux fins de semaine que tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la journée? Et c'est ce qu'on va voir demain. Les solutions concrètes. Hein, je vous parlais de diète sensorielle comme une diète alimentaire. Hein, c'est une de mes expertises, l'intégration sensorielle. Moi, j'ai fait un diplôme d'intégration sensorielle à l'international pour me spécialiser dans tout ce qui est domaine sensoriel, justement parce que ça nous informe de l'origine des comportements humains. Tout comportement s'explique. Est-ce que... Bonjour Karine, je n'avais pas vu que tu étais arrivée. Salut Karine. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce que je viens de dire? Et comme je vous dis, toutes les questions sont bonnes. Sinon, comme je vous dis, vous pouvez m'écrire aussi en message privé, mais je trouve ça toujours très intéressant de voir vos questions au fur et à mesure pendant le live. Donc, n'hésitez pas à me les poser, puis moi, je vois de toute façon vos commentaires. Donc, voilà. Si
on réagit en faisant culpabiliser l'enfant ou en se fâchant contre lui. Il y a aussi la notion que c'est pas idéal dans le sens que l'enfant va associer le sommeil à quelque chose à une émotion négative, hein, à de la peur, à de la colère, etc. Il va peut-être même commencer à craindre sa chambre. Hein, parce que quand on force notre enfant à aller dormir, ben, il associe sa chambre comme un lieu de punition. Hmm? Et le sommeil comme une mesure punitive. Ce qui est pas top. OK? Donc vraiment, il faut toujours garder en tête de ce que vous mettez en place comme réaction émotionnelle et comportementale, ça génère une réaction émotionnelle chez l'enfant et ça s'imprime au niveau de sa mémoire émotionnelle. Et lui, alors que pourtant, il n'a pas l'intention de vous faire suer. Il n'a pas l'intention de vous faire passer une mauvaise soirée. Surtout pas à 5 ans. Hein, comme je vous disais, puis ça je le répète depuis les 2 dernières semaines en travers mes lives, mais tout ce qui est je choisis de faire quelque chose parce que j'ai compris la dynamique et je vais dire ça juste pour ou agir comme ça juste pour le déclencher. Ça nécessite beaucoup d'analyse frontale, logique, hein? Donc, de toute façon, en bas de 4 ans, c'est pas possible ça, parce que c'est la première structure du cerveau qui est le tronc cérébral qui est en train de se développer, qui est inconsciente. Et le système limbique des émotions qui est notre couche semi-consciente. Ça, c'est jusqu'à 4 ans. Et après, vient le cortex avec nos intelligences conscients après 4 ans. Lui, l'enfant, il a 5 ans, mais c'est un jeune 5 ans. Il vient juste d'avoir 5 ans. Donc, effectivement, lui, il fait pas ça volontairement pour faire suer. Et donc maintenant, si on regarde la posture idéale. La posture idéale, en fait, c'est premièrement de se dire, un peu comme la maman qui m'a envoyé la question, mon enfant a discuté à s'endormir, je remarque qu'il n'arrête pas de bouger. Fait qu'on remarque les comportements qui sont présents entourant la tâche. Fait que là, c'est s'endormir. OK? Demain, je vais vous donner des solutions concrètes à appliquer. J'en ai déjà abordé cette semaine, comme quoi ça va être vraiment comme une diète sensorielle. Donc, on va ajouter dans sa routine après l'école des activités qui vont combler son sens vestibulaire comme s'il était l'été en train de bouger activement et comme les fins de semaine. Dans une routine qu'on appelle une diète sensorielle, dans laquelle on applique certaines activités et qu'on va faire au quotidien. Fait que déjà, comme parent, la posture idéale, c'est d'avoir un pied de recul et d'analyser ce qu'il y en est. Et de se dire, est-ce que, au niveau de ma réaction, est-ce que j'ai une réaction adéquate? Si je lui crée après, si je le force. OK? Donc, avoir de l'introspection par rapport à vous-même. Autre aspect, allez voir votre enfant. Dites-lui ce que vous voyez. Vous le prenez au niveau de ses épaules, OK? Vous abaissez au niveau de ses yeux, parce que si vous restez hyper grand par rapport à lui, il n'y a pas de communication. On s'entend, il faut se mettre au niveau de votre enfant. Donc, mettez-vous au niveau de votre enfant et regardez-le et dites-lui ce que vous observez. Hey, j'observe que tu bouges beaucoup.
en ce moment? Comment tu te sens dans ton corps en ce moment? Puis les enfants, là, ils disent, même les plus jeunes, mais à 5 ans, ils disent, il faut que je cours, j'ai besoin de courir, ou je sens que j'ai des papillons partout dans mon corps. Hein. J'ai des enfants hyposensibles vestibulaires qui me disaient ça. Je sens que j'ai des papillons, hein. Je sens que j'ai des petites étincelles qui me piquent, puis il faut que je bouge. OK? L'enfant est tellement connecté avec son corps qu'il est capable de vous dire ce qu'il ressent. Et c'est pour ça qu'il n'est pas capable de s'endormir. Parce que pour s'endormir, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une lumière hein, qui diminue graduellement, donc avec, en même temps, ce qui arrive, c'est la sécrétion de la mélatonine. Mais ça prend aussi une diminution du niveau d'activité du système nerveux pour aller graduellement vers un état d'hypovigilance, de somnolence, puis on s'endort. Mais si l'enfant n'a pas comblé son besoin de bouger, c'est comme si il se sentait complètement flou et qu'en plus on le positionne en position, dans son lit, là, couché, alors que il ne se sent pas vivant. C'est ça que ça fait, hein? Pour moi-même être de base une hyposensible vestibulaire, c'est qu'on ne se sent pas vivant. Tout comme, par exemple, les personnes âgées, j'en parlais hier, mais les personnes âgées, pourquoi on les voit tout le temps en train de se balancer hein, dans des chaises berçantes, dans les hébergements, les centres d'hébergement, les EHPAD ici en France, CHSLD au Québec, c'est parce qu'ils n'ont pas accumulé assez de mouvements dans leur journée, parce qu'ils ne marchent plus ou à peine, ils vont plus en balade en voiture, ils conduisent plus, ils font plus d'activité. Donc, ils compensent autrement dans leur journée en se balançant pour se sentir moindrement vivants, activant leur système nerveux, éveillant leur attention, leur écoute. Parce que sinon, c'est quoi? Ils seraient tout le temps en état de somnolence. Mais oui, mais ça assure pas un endormissement rapide. Ça assure pas non plus un sommeil récupérateur. Pour avoir un endormissement rapide et un sommeil récupérateur, il faut avoir comblé ses besoins sensoriels dans la journée. OK? Fait que typiquement, imaginez votre enfant au camping, qui court partout, qui joue dans l'eau, qui se balance, qui fait des châteaux de sable, par exemple, il y a des jeux gonflables disponibles, puis qui fait une partie de foot ou de soccer au Québec, ben, je peux vous garantir que votre enfant, il dort demain. Mais en plus, peu importe son profil sensoriel, mais encore plus s'il est hyposensible vestibulaire. Donc, vous voyez, la posture, c'est d'aller, de bien observer, de bien analyser, de faire de l'introspection par rapport à nous, notre posture, et d'aller voir votre enfant. Et comme je disais il y a 2 semaines, puis la semaine passée, c'est d'adopter des questions qui sont dans la curiosité par rapport à votre enfant. Vous n'êtes pas dans son corps. Donc, exigez-lui pas d'avoir des comportements comme vous qui êtes adulte. Lui, c'est pas vous. Vous n'avez pas le même profil sensoriel. Vous n'avez pas le même âge. Donc, essayez de comprendre ce que son corps à lui a besoin pour pouvoir impliquer ça dans votre quotidien. Mais pour ça, allez le voir, comme je vous dis, posez-lui des questions dans la curiosité, dans l'empathie, dans le jeu. Puis vraiment au même niveau, t'as envie de bouger? Oui, ok. Parfait, je comprends. T'as pas beaucoup bougé aujourd'hui. Puis c'est surtout, comme je disais,
Moindrement qu'il y a une journée à l'école qui pleut, qui peut pas aller à la cour de récréation, mettons, qui revient à la maison, pouf, en tant que parent, vous les mettez tout de suite à faire leurs devoirs, leurs leçons. Et là, après, je veux jouer aux jeux vidéo. OK, mais les jeux vidéo, c'est sédentaire, ils bougent pas. Puis après, c'est l'heure du souper. On est encore assis. Après, on écoute un film. Est-ce qu'il a bougé dans sa journée? Zéro. Zéro. Fait que ça, c'est sûr qu'il va pas s'arrêter de bouger juste avant d'aller dormir. Il n'y a aucunement eu de nourriture vestibulaire dans sa journée. Dites-vous que c'est comme la nourriture, hein, j'en parlais hier. C'est exactement comme la nourriture, les sens. Faut pas qu'on oublie que à la base, on est des hommes de Cro-Magnon, hein. Tout comme les animaux, il y a des animaux qui sont plus dans l'olfactif, il y en a d'autres qui sont plus dans le visuel, il y en a d'autres qui sont plus dans l'auditif. Mais chaque espèce, on a nos forces sensorielles, mais on a nos besoins sensoriels, et ça va être plus fort chez un ou que chez l'autre, mais il peut y avoir des déficits chez un et chez l'autre. Et des déficits dans différents sens aussi. Donc, il faut avoir énormément de compassion. Et d'éveil, de compréhension par rapport à tout ça. Parce que si vous mettez l'étiquette « il est donc bien agité mon enfant » puis qu'on le chicane, vous allez rien régler et ça va être juste pire. Et ça va faire une escalade avec des pleurs, des crises. Il m'a frappé, là je suis fâché, je le mets en punition, pas le droit de jouer aux jeux vidéo le lendemain. Et escalade totale. Ça, je l'ai vu, mais je l'ai vu à maintes et maintes reprises. C'est aucunement constructif. Si on veut être constructif, il faut comprendre. Déjà, la théorie que je vous donne, neurologique, neurodéveloppementale, mais essayez de comprendre ce que votre enfant vit. En décortiquant, comme on a fait cette semaine et comme on fait depuis les 2 dernières semaines, les situations en elles-mêmes. Une émotion n'arrive pas pour rien, un comportement n'arrive pas pour rien, un changement de comportement n'arrive pas pour rien. Et on fait facilement la distinction quand c'est émotionnel versus sensoriel. Pour ceux qui me suivent là, dans les temps 1 de chacune de mes semaines, je vous explique pourquoi que c'est pas émotionnel, pourquoi que c'est sensoriel, pourquoi que ça peut être aussi lié à un trauma du passé ou à un élément affectif qui est peut-être venu déstabiliser l'enfant comme un divorce ou parce qu'on a des indices. Hein, je vous l'ai dit, notre job là, c'est ça que moi j'enseigne à tout mon monde dans mes conférences, dans mes formations et notamment mes mamans dans mon programme Artemis, c'est à devenir des Sherlock Holmes de leur enfant. Puis c'est comme je vous disais, hein, cette semaine, c'est comme si on était des policiers là, en train d'enquêter, puis là on a des points là, sur un mur, là, puis on essaie de faire les liens avec des cordes rouges. Là. C'est ça. C'est ça l'objectif. Est-ce que vous avez des questions, mes chers? Ça va? Génial. Génial, génial. Donc demain, on poursuit avec les solutions concrètes par rapport à quoi appliquer pour optimiser l'environnement qui favorise l'endormissement, de 1. D'éliminer ce qui favorise pas l'endormissement dans l'environnement physique, je parle. Et des solutions concrètes, que ce soit à travers des outils ou des activités comme la diète, les activités qu'on peut mettre à travers une diète sensorielle. Donc, on y va avec les stratégies concrètes demain. Donc, voilà. Pas de questions, voilà. Fait que c'est clair. Génial. Avec des gros bisous tout le monde. Et on se revoit demain.
Ciao!